Merci. Mais on va en venir et je vais peut-être un peu vous demander aux uns et aux autres de réagir aux différents points que vous avez entendus. Moi, il y a plein de choses importantes dans ce que vous venez de dire, mais notamment la relation à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une grande partie du soin désormais ne va plus être... Alors, on est passé des hospitalisations, j'allais dire, de longue durée à des passages qui étaient uniquement une journée, uniquement quelques heures, par exemple, dans le cadre de chimio, mais on va aller aussi de plus en plus vers le domicile. Et donc, avec... enfin, ça, c'est une caractéristique, j'allais dire, de notre évolution du travail partout, mais encore plus, je dirais, dans le domaine médical, c'est que le lieu devient partout. C'est vraiment là, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre jeune temps, on apprenait la métaphore de Pascal, hein, et qui disait c'est un lieu où le centre est partout et la circonférence nulle part, ou le contraire. Et en gros, c'est exactement ça. Donc, comment vous, et on voit bien qu'on est maintenant, là on était proche mais hors les murs, là on dit, on a des parcours de santé par exemple à l'extérieur de l'hôpital qui sont théoriquement pour les patients, mais c'est aussi pour ça. Comment vous voyez, je dirais, en dehors de vous-même, l'évolution sur, j'allais dire, de tous les jours, sur l'intégration de ces concepts, je dirais, enfin de ces réalités, hein, de prévention, de prévention dehors les murs et autres, les uns les autres. Qui veut réagir? Sabrine, vous, il faut qu'on vous donne. Alors, est-ce que c'est une question piège? Je ne sais pas, mais je me lance. On a toujours, nous, la casquette santé-travail. Donc forcément, comme on vous le disait en préambule, c'est le constat de terrain. Demain, on va avoir des professionnels de santé qui vont prendre une voiture, qui vont intervenir à domicile avec... On va retrouver les mêmes contraintes. La prévention des troubles musculo-squelettiques, la prévention des risques chimiques, toute l'évaluation avec le risque psychosocial. En fait, ce qu'on pratique déjà aujourd'hui, on va juste le changer de secteur. Et il faudrait avoir une bonne connaissance de ces lieux d'intervention pour ensuite réintroduire la prévention. Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est déjà inculquer la prévention au quotidien et faire prendre conscience à tous ces professionnels que pour bien s'occuper de leurs patients, il faut en amont qu'ils s'occupent bien d'eux. Aujourd'hui, être en bonne forme physique, en bonne forme psychologique, savoir bien dormir, savoir quelle est la quantité de sommeil minimale au quotidien pour assumer une journée de travail, savoir qu'est-ce que je dois mettre dans mon petit-déj le matin et pas de me dire je ne le prends que le week-end parce que je suis détendue. C'était encore un de nos sujets hier en consultation. Et donc, en fait, faire prendre conscience à ce professionnel qui a choisi ce métier par vocation, dont l'empathie est présente non-stop au quotidien, que pour bien faire son métier, pour continuer à avoir du sens, comme vous le disiez, il faut qu'il se mette au centre du dispositif et qu'il s'occupe d'abord de lui pour continuer de prendre soin des autres. Donc ensuite, quelles que soient les caractéristiques, j'ai envie de vous dire, déjà ça en amont, et après le reste, c'est de l'action. Merci Karine. Là, ce que vous mettez bien en avant, c'est finalement la responsabilité individuelle globalement de chacun. Mais j'aimerais bien aussi que vous entendre, alors Madame la directrice, ou bien voilà, Monsieur le directeur aussi, on est tous directeurs de quelque chose, hein, du côté cette fois-ci de la responsabilité, j'allais dire pas forcément de l'employeur, mais quand même globalement quelque part de l'organisation du système, du comité de direction, j'allais dire des personnes qui dirigent. Tenez, Sabrine, oui, bah ça. Alors, je ne suis pas directrice d'établissement, mais de ma petite structure. Alors, juste pour revenir un petit peu, le hors les murs, vous l'avez, combien ici ont une montre connectée? Combien ici calculent leur pas? Ou le nombre d'heures de sommeil? Donc aujourd'hui, la santé s'extériorise du milieu hospitalier. Et on l'a tous, ce côté santé aujourd'hui. Et on peut le voir ici avec, je crois qu'il y a un coin start-up sur la santé, notre santé. Donc ça, il faut aujourd'hui prendre conscience de ça et pouvoir utiliser ce que j'ai, ma santé, avec ce que nous on peut faire sur le côté un peu plus organisationnel et du coup nous sur le côté structure établissement. Aujourd'hui, c'est important de miser sur la prévention. Pourquoi? Parce qu'un salarié qui, si je prends le mélanome, où on dépiste un mélanome à temps, c'est quelques semaines d'arrêt maladie. Un mélanome, et là pour le coup c'est plutôt le corps médical, voilà, c'est dévastateur, on peut craindre un décès. On a eu une opération du cœur il n'y a pas très longtemps sur un dépistage d'un sportif, enfin un salarié sportif, et aujourd'hui c'est 3 mois d'arrêt, parce qu'il est en réhabilitation. Mais on aurait pu craindre beaucoup plus. Donc là c'est le côté employeur, c'est se dire je mise sur la santé,
Et comme on l'a dit, on va miser sur un coût d'investissement, et donc le matériel, les employés. Mais derrière, qu'est-ce que ça peut rapporter? Des salariés en bonne santé, une fidélisation, peut-être de l'attractivité et des arrêts maladie qui sont moindres. Et ça, c'est très important pour un établissement puisque le turnover coûte très très cher. Merci. Mario, par exemple, pour vous, du côté de vos collègues, alors pardon, parce que vous avez été dans un autre établissement, directeur des affaires médicales, et donc quand même quelque part avec cette responsabilité globalement de l'ensemble des soignants. Comment évolue, j'allais dire, plus que la prise de conscience, mais la prise en compte de ces nouvelles nécessités, et puis après la voix de l'État, si je peux me permettre, Carole, ça sera vous. Non, je pense que oui, il y a à la fois une prise de conscience, ça c'est certain. Et derrière une prise en compte. Même sans aller sur les dimensions éthiques, mais de façon très, très concrète, l'intérêt des établissements, c'est d'abord d'attirer les personnes, d'attirer les talents, mais c'est surtout de les garder. C'est clair que ces derniers temps, et je ne vais pas caricaturer quoi que ce soit, mais nos jeunes collègues et collaborateurs ont une capacité à bouger qui est assez remarquable. 30% dans certains établissements, le turnover. Et donc ça, il faut l'intégrer, si vous voulez. Il faut intégrer ça. Et notre intérêt, effectivement, c'est attirer les gens, les attirer de façon, je dirais, positive sur les conditions de travail. Je pense que, par exemple, j'imagine que Foch met en avant dans le recrutement ce que vous proposez, parce que c'est remarquable, bien entendu. Nous, on va mettre en avant la ligne 14, par exemple, parce que quand on a 1 heure de moins de trajet pour venir travailler, quand on passe de 2 heures à 1 heure, ça change la vie dans le bon sens, effectivement. Et notre intérêt, oui, c'est ça, c'est de garder les gens. Et puis, l'autre chose, mais que je ne vais juste qu'effleurer parce que c'est tout un débat à soi seul, c'est la nécessité que nous avons à nous adapter en fait au progrès thérapeutique. Et c'est particulièrement vrai en cancérologie. En cancérologie, on a 2 problèmes qui sont finalement assez difficiles à conjuguer. Le premier, c'est qu'on est vers une innovation qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus pointue, si vous voulez. Autrement dit, une expertise qui va être de plus en plus dans quelques centres, et pas que Gustave Roussy, évidemment, mais dans des centres qui seront limités forcément. Et en même temps, des patients qui ne sont pas là, en fait. Ils sont chez eux, vous l'avez dit, parce que thérapeutique orale, parce qu'ils habitent loin. Donc, comment on fait pour s'organiser en décentralisant aussi? Comment on invente d'autres façons de collaborer avec les autres? Et forcément, et ça fait le lien avec notre sujet, c'est aussi une nouvelle façon de travailler et de nouveaux métiers aussi qui sont en train d'émerger. Et ça, c'est maintenant, c'est pas demain. Hein. Donc oui, il faut qu'on tienne compte de ça, bien entendu. C'est donner la possibilité d'ouvrir la parole. C'est par exemple, depuis quelques années, ça fait pas si longtemps que ça, dans nos entretiens et l'évaluation. Alors, il y a toujours le problème de ne pas être intrusif, hein, vous l'avez dit aussi, la vie privée, etc. Mais on ouvre la possibilité, on pousse les salariés aussi, éventuellement à dire si ils ont des difficultés et pouvoir les orienter effectivement sur des équipes qui sont externes à Gustave Roussy pour les prendre en charge à ce moment-là. Merci à vous. Anne-Carole, alors vous, votre regard, je dirais, difficile, mais c'est en tant que personne, parce que... Non, mais voilà. On a travaillé quand même sur ces questions managériales à l'IGAS avec un rapport qui est sorti, et l'idée était vraiment aussi de regarder qu'est-ce qui se passait côté établissement de santé. On va encore continuer à travailler là-dessus, et comment on pouvait faire en termes d'attractivité, puisque... c'est pas seulement le fait que des soignants partent et aillent dans un autre établissement, c'est que parfois ils changent complètement de métier. Donc c'est vraiment une question très importante de se dire comment on fait pour garder du sens. Et la question quand on parle de la partie prévention de cette réforme-là, qui a l'air d'être très techno, quoi, avec tous ces 3 compartiments, mais c'était vraiment aussi la volonté de dire, c'est pas que quelque chose à l'activité, il y a aussi un rôle qu'on doit reconnaître. Alors bien sûr, dans une prise en charge, il y a la côté prévention, mais le fait de le reconnaître, que ce soit pas un appel à projet, mais que les gens ils aient le choix de pouvoir le faire, et qu'on considère que pour eux aussi, on pouvait donner accès à ça, c'était très important. Parce que les déterminants de la santé, en fait, tout le monde le sait ici, en fait, ils ne sont pas dans le champ de la santé. Voilà. Ce qui fait qu'on est en meilleure santé, c'est beaucoup les 4 déterminants dont j'ai parlé tout à l'heure, ce que vous faites également. Donc, en fait, avant d'arriver évidemment, le système de santé, il est important, mais si on ne peut pas travailler sur ces questions de prévention,
de manière, comment dire, de manière reconnue. La difficulté pour les gens aussi, c'est parce que les soignants, ils nous ont pas attendu pour faire ce genre de choses. Mais la question, c'est comment on reconnaît ça, comment on permet de le reconnaître de telle manière qu'on considère que, d'un point de vue des dépenses de santé, encore une fois, bon, les choses ne sont pas encore passées, mais on puisse reconnaître que oui, il faut pouvoir financer ce genre de choses et pas que financer de l'activité qui se met bout à bout. Et ça, c'est aussi très important pour... on avait discuté un peu ça avec des soignants pour qu'il y ait aussi un sens par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est un mixte, c'est le fait que oui, on peut aider sur la prise en charge de la santé et oui, on reconnaît également que ce côté très important du savoir-faire particulier des soignants. Parce que dans la prévention, il y avait aussi les médecins, mais de manière très claire, ce sur quoi on pense que ça, la démarche marche énormément, c'est avec les soignants, c'est ce qu'on a vu dans les expériences étrangères. Merci à vous. Effectivement, ce que vous soulignez, c'est que c'est tout à fait important, c'est qu'effectivement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que les professionnels le font, j'allais dire, quasiment spontanément. Mais que ce soit reconnu, que ce soit inscrit, j'allais dire, quasiment officiellement dans ce qu'est la préoccupation du soin, qui soit autant curatif que préventif, et tout ce qu'on entend et ce qu'on écrit en ce moment sur le virage préventif, je pense que c'est une chose très très importante. Alors, peut-être aussi écho de votre part, et puis on leur demandera à chacun une phrase de conclusion, mais écho de votre part, Eric, tu veux dire quelque chose, voilà, sur la façon dont vous le vivez dans vos établissements, ce que vous souhaitez. Quelqu'un a envie de prendre la parole, ou bien pas pour l'instant, et on est en quasi préprandial. Non, alors on est en quasi préprandial, mais merci en tout cas d'être là. Je crois que là, on vient de se centrer sur les choses qui sont tout à fait importantes. C'est la technologie et la réalité poussent complètement. Et l'exercice qu'on aura, je dirais, non seulement demain, mais quasiment cet après-midi, il va être déjà complètement différent de ce qu'on connaissait hier. L'aspect... prise en compte officielle. Et quelque part, je veux dire, c'est pour nous tous tout à fait important que l'IGAS se saisisse de ce genre de choses. Et ce qu'on aimerait effectivement derrière, mais on dit toujours ça des politiques. Alors pardon, parce que je ne vais pas vous prendre pour une politique, mais c'est bien les discours. Quand est-ce que vous allez le mettre en place et quand est-ce qu'il y aura? C'est pas vous, je sais bien. Mais on est aussi là pour porter cette question-là. Et puis l'opérationnel quotidien. Alors je vois le temps qui tourne, et avant qu'il soit longtemps, on va me faire signe que voilà. J'aimerais que peut-être chacun d'entre vous, sur cette question qui était, rappelez-vous, c'est prévention, c'est santé globale, je veux dire, nous qui est notre vieille obsession, c'est que ce que vous disiez, on ne peut pas, on n'a pas envie personnellement, et on ne peut pas autrement, on ne peut plus saucissonner les gens avec, ah ben non, là t'iras te voir ton médecin en ville, ah ben non, alors là t'iras voir ton hospitalier, ah ben non, alors ça c'est le médecin du travail, mais alors t'en parles pas autrement, hein. Ça c'est complètement terminé, et voilà. Alors qui veut bien démarrer? Ben voilà, merci Sabrine, merci. Alors, le mot de la fin sur la santé globale, en tout cas la prévention, il faut qu'elle soit accessible, proactive et surtout adaptée au quotidien pour qu'elle puisse marcher. C'est dur, il fallait préparer des phrases à l'avance. Donc, pour moi, la prévention, c'est un quotidien. C'est repenser complètement la façon dont on prend soin de soi pour mieux prendre soin des autres et continuer à être épanoui dans ce qu'on fait. Moi, je voudrais juste dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand je dis la prévention, les soignants, ils en font. Mais la question, c'est aussi la question du temps. Et il y a des fois, il n'y a pas le temps pour parler aux malades, parce qu'il y a d'autres choses à faire plus techniques, et c'est compliqué. Et il y a vraiment une réflexion de fond là-dessus, parce que ça peut pas être, les prises en charge des malades, on voit bien qu'il faut quand même une prise en charge globale, comme vous dites, mais globale, ça va aussi par le fait d'avoir une reconnaissance sur pas mal de choses qui sont faites. Et donc, effectivement, c'est la reconnaissance, y compris la reconnaissance financière, même si c'est pas beaucoup, le fait de dire oui, ça compte, c'est vraiment un point très important. Moi, je vais souscrire vraiment à tout ce qui a été dit. Je voudrais juste dire une chose, parce qu'on a des exemples, qui est d'Hôpital Foch, Gustave Roussy. Alors évidemment, les gens, en général, viennent me voir en disant « Ah ouais, mais vous, c'est Gustave Roussy, vous avez les moyens. » Alors d'abord, non, on n'a pas les moyens, moins que vous le pensez, je peux vous dire. Mais surtout, c'est pas forcément très compliqué. Je vous donne un exemple très concret, parce que sur le côté vraiment engagement au travail, on a fait, depuis 1 an et demi maintenant, on fait des formations sur la gestion des erreurs. C'est fondamental, fondamental.
parce qu'il y a la double victime. Il y a bien sûr le patient en priorité, hein, je ne vais pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais la personne qui a fait l'erreur et son entourage, c'est une catastrophe s'il n'y a pas d'accompagnement derrière. Et donc on a fait ce travail, on l'a fait avec quelqu'un qui est un expert qui intervient dans l'aéronautique, etc., qui nous a expliqué par exemple que quoi qu'on fasse, il y aurait toujours des erreurs, okay, qu'il fallait donc les suivre, et ça aboutit à des choses très concrètes. Par exemple, quand quand une infirmière est en train de faire les transmissions, la porte est fermée et il y a un panneau disant, ça a l'air idiot, hein, mais elles se sont donné, nous avons donné le droit aux gens de fermer la porte au moment de transmission. Quand elles préparent les chariots de médicaments, elles ont un badge, alors qui dit pas foutez-moi. Moi je voulais qu'on mette un badge, foutez-moi l'après, je prépare les médicaments. On a juste dit je prépare les médicaments. Mais ça permet effectivement, quand la personne a ce badge, on ne va pas lui parler, sauf s'il y a le feu. Voilà. Donc des choses très concrètes, pas forcément très compliquées, et c'est vraiment à la portée de tous. Et qui sont, merci Mario, et qui sont très très importantes, parce que nous, ce qui nous a frappé au Cercle d'entreprise et santé, on s'occupe déjà depuis 3-4 ans de la question de la santé des soignants, mais on s'occupe de tous les autres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de regarder les différences ou les emprunts qu'on peut faire à chacun finalement d'autres secteurs. L'analyse, ce que vous dites là, Mario, sur en gros l'analyse, je veux dire, objective et non culpabilisante des erreurs, c'est une chose qui est très importante. Alors, qui est effectivement très importante dans tous les métiers et les activités à haut risque, que ce soit l'énergie nucléaire, que ce soit l'aéronautique, que ce soit d'autres comme ça. Et ce qui est d'abord, c'est que là, c'est vraiment j'allais dire la culture de sécurité qui se développe autour de ça. C'est une culture non culpabilisante, parce que ce que vous dites, on aura toujours ça. Et toutes les professions peuvent le faire. À un moment, par exemple, on le fait aussi, par exemple, avec les commerciaux, pour regarder pourquoi cette chose ne se pratique pas. Donc, c'est vraiment extrêmement important, à la fois, non seulement, encore une fois vaguement, de se donner le droit à l'erreur, mais surtout de l'analyser et d'en tirer, j'allais dire, les conclusions le plus à la base. Vous voyez, dans une enceinte un peu comme celle-ci, un petit moment, il y avait une personne qui est remarquable, d'ailleurs aussi, qui est la fille qui dirige l'innovation au HCL, l'Hospice civil globalement aux Hospices civils de Lyon. Et ce qu'elle racontait, qu'elle disait, qui était tout à fait passionnant, c'est qu'elle avait fait le choix, si vous voulez. Par exemple, en innovation, vous pouvez soit vous faites du bling bling, enfin c'est très bien d'aider les startups, de tous les machins, c'est parfaitement bien, ça c'est très affichable, ça fait très joli sur les panneaux et autres. Mais là, ils ont vraiment pris le soin et le choix, c'est de prendre vraiment les équipes au quotidien et de leur montrer, par exemple, que de travailler avec des images, avec le virtuel, pour regarder ce que le virtuel et les simulations virtuelles au quotidien pouvaient aider. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'on va tous vous remercier. Je vous propose surtout qu'on les applaudisse. Alors avec un micro, c'est pas très facile, mais je vais le faire quand même. Vous applaudir et vous remercier à vous aussi, et vous dire que, alors, retenez Cercle Entreprise et Santé, Cercle Entreprise et Santé, on aura le replay grâce à Jean-Loup, à la fin de la semaine, ou lundi prochain ou plus tard, voilà, et avec les interventions des uns et des autres, et puis surtout on mettra en lien peut-être les articles, les références que vous avez, et notamment ce sublime rapport de l'IGAS. Merci à vous, merci à chacun, et merci à vous tous, et merci à la FHF.